Véronique, tu es psychologue, psychothérapeute, conférencière et auteure. Tu es notamment spécialisée dans les relations amoureuses dont tu parles sur ta chaîne YouTube. Dans une série de 4 vidéos, tu vas nous parler des relations amoureuses en fonction du type d'attachement de chacun, qu'il soit sécure, anxieux, évitant ou désorganisé. Dans cette interview, tu vas nous expliquer ce qu'est une relation amoureuse dans un modèle d'attachement anxieux. Donc pour commencer, qu'est-ce que le profil anxieux et comment le reconnaître en général ? Donc, le profil d'attachement anxieux, c'est quelqu'un, comme son nom l'indique, est plutôt soucieux d'une relation qui devrait donner beaucoup, qui devrait lui apporter beaucoup. Donc il attend beaucoup. Il attend beaucoup de l'autre, il attend beaucoup de l'idéal amoureux, du mythe romantique. Il a des besoins à combler par le biais de la relation, à guérir, à réparer. C'est quelqu'un donc qui est fort préoccupé par la relation amoureuse. On va dire souvent que ce thème de la relation amoureuse, du couple et de la famille, c'est un thème central dans sa vie. C'est presque la priorité de sa vie, c'est ma mission sur Terre, c'est d'être une grande amoureuse, c'est d'être un grand amoureux, c'est d'avoir réussi un couple, des choses comme ça. Tu vois. Et donc cherche toujours la chaussure à son pied, tu vois ce que je veux dire. Et avec ces attentes énormes, forcément, il va vite être déjà préoccupé tout le temps. Il y aura beaucoup de pensées, d'agitation mentale autour de comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal, comment je devrais me comporter, est-ce que je me comporte bien, donc avec beaucoup de doutes sur soi, puisque les profils insécures ont des problématiques sur l'estime de soi. Donc il va y avoir beaucoup de doutes sur l'autre, mais de doutes sur soi. Est-ce que je fais correct, pas correct Donc il y a beaucoup d'agitation mentale en fait, et d'agitation en général sur les profils anxieux. Quel type d'enfance ils ont eu ? À quel moment il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va dire, pour ce genre de profil ? Ça peut être soit des enfants qui ont été carencés, qui n'ont pas reçu assez d'affection, d'amour, soit qu'ils ont dû s'occuper. Souvent, c'est l'enfant qui a dû s'occuper de son parent. Tu sais, c'est parfois les aînés qui doivent sauver leurs parents, aider leurs parents pour s'occuper des petits frères. Ou ça peut être un parent dépressif ou même anxieux, ça peut être même un parent anxieux. Donc l'enfant... d'abord, l'anxiété se transmet de génération en génération, d'accord ? Au niveau de la chimie même, ça passe dans le placenta. Donc du coup, même dans le portage, tu as une mère anxieuse, par exemple, tu sens qu'elle n'est pas comme ça, quoi. Elle te donne la tétée, elle n'est pas détendue, elle est comme ça, c'est stressé, quoi. Elle est là en vigilance. Donc cette hypervigilance va passer de son système nerveux à son système nerveux, déjà dans le ventre in utero, tu vois. Donc, et oui, c'est pas simple. Donc c'est des mémoires archaïques comme ça. Après, ça peut être soit une mère anxieuse, ça peut être aussi, mais pas que les mères, il ne faut pas accuser toutes les mères, ça peut être l'environnement, comme ça, des adultes, où il y a des parents qui ne sont pas assez à la hauteur dans la fonction parentale pour s'occuper de l'enfant de manière correcte, c'est-à-dire leur donner la protection, pas que la nourriture affective, de pouvoir l'écouter, de le respecter, voilà. Et ce qui n'est pas souvent gagné, souvent c'est des enfants qui ont joué au sauveur pour leurs parents, le parent du parent j'appelle ça. Moi je suis le grand, je ne peux pas être un enfant, donc je ne peux pas m'occuper de moi en étant de mon âge, je ne peux pas être insouciant et en me développant avec mon âge parce que je dois m'occuper des grands en fait. Donc pendant que je m'occupe des grands, je ne peux pas m'occuper de moi. Donc du coup ça crée une espèce de truc, il faut que je surveille, tu vois, il y a de l'hypervigilance chez anxieux, donc je dois surveiller comment je me comporte, parce que j'ai peur de perdre le lien tout le temps. Et donc ce sont des comportements défensifs en fait chez l'adulte qu'on va retrouver. C'est le petit qui n'a pas reçu cette nourriture dont il avait besoin, donc va être en vigilance. Il va dire si je ne me comporte pas comme le parent l'attend, alors à ce moment-là je ne vais pas recevoir la nourriture dont j'ai besoin, je ne vais pas être aimé. D'accord ? Donc du coup, il va continuer avec ça, ça va être engrammé dans son disque dur, et donc va continuer toujours à croire que l'amour ne peut être que conditionnel. Et donc c'est si je me comporte bien comme il faut, comme l'autre l'attend, alors à ce moment-là, je vais être aimée. Si je ne me comporte mal, pas de la manière attendue, je ne vais pas obtenir ce dont j'ai besoin. Donc ça va donner naissance au profil que moi j'ai décrit dans mon livre qui s'appelle « Quel amoureux êtes-vous ?» parce que j'ai décrit 5 profils amoureux, qui est la grille de lecture de la personnalité de Wilhelm Reich et d'Alexander Lowen. J'ai repris cette grille qu'a repris aussi Lise Bourbeau dans les 5 blessures de l'âme. Tu vois. Et donc le profil de l'altruiste, par exemple, c'est vraiment je donne ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose, mais au lieu de le recevoir, je te le donne. Pourquoi ? Je te le donne ce que j'ai besoin. Parce que je crois, j'ai imprimé, quand j'étais petit, justement, avec ces traumatismes du développement,
que je ne peux pas recevoir ce que j'ai besoin. Pour recevoir, je dois donner à l'autre, je dois m'inquiéter pour l'autre, je dois faire quelque chose pour l'autre, je dois être différent de ce que je suis, je ne peux pas être moi-même. Il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse quelque chose de spécial pour te plaire, donc te faire passer avant moi. Parce que quand j'étais petit, j'ai dû m'occuper de toi pour être aimé, pour être accepté. J'ai dû faire un truc, il n'y avait pas d'amour inconditionnel, c'était de l'amour conditionnel. Comment un enfant s'occupe de son parent? Parce qu'on imagine bien qu'il ne va pas faire les courses ou qu'il ne fait pas des choses d'adulte. Et quand tu parles de ça, tu as des enfants à 4, 5, 6 ans qui font le ménage, le repassage, le machin. Enfin, des fois, tu as des trucs abominables. Mais oui, mais il va s'inquiéter au niveau émotionnel. Il va s'inquiéter il va faire l'alliance avec l'enfant intérieur du parent. C'est-à-dire si l'enfant intérieur, c'est la part enfant émotionnelle du parent, si ce parent est défaillant, s'il a des problèmes, s'il a des tracas, s'il est déprimé, s'il est anxieux, s'il ne va pas bien, l'enfant va collusionner avec cette part-là. Tout petit, ça se fait, bébé déjà, ça se fait. Hein. Il le ressent. Je sens, je suis une éponge, je sens que mon parent va pas bien. Donc, pour sa survie, l'enfant, il va pas le réfléchir, hein. Il va intuiter que pour que tout le monde aille bien, que la famille aille bien, et surtout que pour lui, s'il veut s'en sortir, il faut que maman ou papa aille bien. Et comme je sens que papa ou maman ne va pas bien, donc qui ici, et en général l'environnement, tu n'as pas 50 adultes qui sont là en train de soutenir le parent défaillant, hein. Il n'y a personne en général. Il se dit, bon, il n'y a personne, le père est absent, si c'est une mère qui est dépressive, c'est moi qui vais m'y coller. Tu vois. Alors voilà, donc c'est l'enfant qui se prend en charge et qui se sacrifie. Qui sacrifie ses besoins, qui ne s'occupe pas de ses propres besoins et qui ne peut pas demander de l'aide puisqu'il va venir au secours et prendre en charge l'enfant, la part enfant du parent, et c'est comme ça que ça démarre. Il va faire ça tout le temps, après c'est engrammé. Hein. Et d'ailleurs, cette petite question qui va avec, mais est-ce que certains adultes, inconsciemment, ne font pas des enfants justement pour ça? Ah si, il y a des adultes qui sont des enfants dans des peaux de parents, qui ont du mal avec leurs relations affectives. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des profils instables affectivement, insécures donc, et qui vont utiliser l'enfant, mais c'est pas très conscient. Hein. Bien sûr. Intentionnellement, ils vont dire ah bah oui, ça me fait tellement plaisir d'être enceinte, je me sens tellement remplie. Si c'est une femme, oui, je veux être un père, c'est très important, la mission père, etc. dans ma vie, tu vois. Ils se sentent dévoués dans une mission de parents, mais en fait, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu, ils sont carencés, donc ils disent je vais pomper l'énergie de l'enfant, c'est une boule de câlin l'enfant, donc il va me faire des gros câlins, il va m'aimer, il va me regarder, il va me faire me sentir exister. Donc en fait, le parent tient debout grâce à l'enfant. Et ça, c'est très dommageable parce qu'il y en a même qui font du chantage affectif en disant oui, mais si tu reviens, tu vois, quand ils sont ados, mais si tu t'en vas, si tu reviens pas, si tu viens pas me voir, alors à ce moment-là, je vais me suicider, tu vois, je vais mourir sans toi. Ça, c'est vraiment, je suis pas libre, tu vois, l'enfant se sent pas libre. C'est je t'aime que si tu t'occupes de moi, sinon je te fais du chantage. Il y a plein d'adultes comme ça, tu sais, des enfants qui ont vécu ça et qui grandissent, qui retrouvent ces genres de chantage affectif par ce type de parents défaillants, et c'est souvent des parents eux-mêmes qui étaient anxieux et qui ont utilisé l'enfant pour leur service, quoi. Et ça peut même être beaucoup moins direct, sans que le parent exprime ça. L'enfant peut ressentir que le parent va mal et que quelque part, même à 15 ans, même à 20 ans, oui. il faut qu'il le soutienne, même si ce n'est pas formulé. Oui. Et puis ça, il y a beaucoup dans ma patientèle, j'ai énormément d'adultes dans ce que tu décris, qui continuent, même s'ils ont des partenaires, des compagnons, etc., ils continuent de soutenir leurs parents ou de vouloir sauver leurs parents, et le parent continue de faire du chantage affectif. Sans fin l'histoire. Donc, je repars sur l'histoire de la contre-dépendance. À un moment donné, il faut mettre un stop. Hein. C'est dire, t'es gentil de t'inquiéter pour moi, mais bon, moi, j'ai plus besoin de toi. C'est moi qui trace ma vie, quoi. Alors, pour revenir sur du coup les relations amoureuses, anxieuses, comment le profil anxieux va-t-il séduire? Est-ce qu'il y a une façon de faire particulière et qu'est-ce qu'il attend en fait? Ah oui, j'ai oublié de dire que les profils anxieux, c'est les altruistes pour moi et les planqués de l'amour. Les planqués de l'amour, donc tu vois, l'altruiste, c'est je donne ce dont j'ai besoin de recevoir. Donc je donne tout, je donne pas. C'est le généreux, tu vois. Et le planqué, c'est celui qui doit faire des efforts pour être aimé, qui ne peut pas être authentique. Donc il porte un masque, voilà. Donc je suis champion de l'effort, je me suradapte, je fais ce que tu attends, et comme ça je vais être aimé. Mais en même temps,
coche des cases comme quoi ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et j'ai qu'une envie, c'est dès que la liste est cochée, je m'en vais, je fuis, je désinvestis la relation. Donc ça, c'est les 2 profils anxieux. Tu vois, c'est anxieux, c'est-à-dire je suis paniquée à l'idée que la relation ne marche pas. Et je dois faire des efforts. C'est moi ici qui. Tu vois, c'est de la toute-puissance souvent. Et ta question, c'était là, comment il séduit, c'est ça? Oui, comment il séduit et quels sont ses besoins, quels sont ses besoins quand il entre dans une relation amoureuse? Alors, dans le démarrage d'une relation amoureuse, l'anxieux, il va commencer à élaborer des stratégies. Comment je m'y prends? Est-ce que là, j'en fais assez? Est-ce que j'en fais pas trop? Ça, souvent. Il va commencer à se prendre la tête avec ça. Est-ce que je suis sur mon 31? Comment je dois plaire? Comment est-ce que je vais le faire fuir si je lui dis tout ça? Non, alors attends, là j'ai envoyé trop de SMS, je vais en envoyer moins. Alors voilà, c'est le plan stratège. Et on sent l'envie de capter, souvent, parce que j'ai besoin de toi. Il y a une forme d'avidité chez l'anxieux, c'est j'ai besoin de toi pour me sentir bien, narcissiquement parlant, parce que tu vas me faire me valoriser. Et puis parce que je crois que tu vas probablement répondre à mes besoins de tendresse, d'affection, de sexualité. Bon, ouais. Et donc, j'attends mon âme sœur, d'accord? Donc, on sent une forme d'avidité de miam miam, j'ai faim. Ou, et alors, soit il va montrer j'ai envie de m'engager, j'ai envie de construire, je suis quelqu'un de sérieux, hein, homme ou femme, soit ça va être du style faut pas que je fasse le lourd ou la lourde, donc faut que je fasse genre, tu vois, j'en fais pas trop, quoi. Je ne montre pas que je suis très attachée, que j'ai beaucoup de demandes, je verrai au fur et à mesure. Voilà, c'est les 2 manières de se présenter au monde. Justement, est-ce que ce type de profil, donc le profil anxieux, est-ce qu'il va attirer inconsciemment, attirer c'est un mot un peu fourre-tout, est-ce qu'il va aller plus facilement vers un profil particulier? Est-ce que lui, il attire aussi un profil particulier? Les anxieux, ils sont en demande de construction, d'engagement, de fusion, de chaleur, de doudou, etc. Donc ils vont attirer soit effectivement des anxieux comme eux, mais ça ne va pas marcher trop. Pourquoi? C'est-à-dire que les 2, ça peut marcher, mais c'est-à-dire ça va donner des couples fusionnels. On fait beaucoup de choses ensemble, on partage tout ensemble, donc on est 2 enfants à bâbord qui se tiennent et qui s'adossent, tu sais, comme des béquilles, d'accord? Donc ça marche, c'est des relations dites symbiotiques qui fonctionnent tant que les 2 sont d'accord. Mais au bout d'un moment, il y en a un qui se réveille et qui dit moi la fusion ça va, j'ai envie d'aller m'amuser avec mes amis, j'ai envie de faire des formations pour moi, j'ai envie de faire des trucs pour moi. Et l'autre dit d'un coup tu t'éloignes. Et donc ça va démobiliser l'espace qui était créé, si tu veux. Donc, bon. Mais au départ, ça peut matcher les 2 anxieux parce qu'ils s'adossent l'un à l'autre. Tu vois. Et des fois, dans les couples de nos parents, hein, très souvent, il y avait ça, c'est-à-dire... tu sais, c'était des rôles très délimités et chacun avait son rôle et ils finissaient leur vie ensemble, l'un soutenant sur l'autre. Bon, ça se fait moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut le meilleur pour nous, l'épanouissement. Donc, dès qu'on voit que ça commence à friter, hop, on pense qu'il y aura une meilleure personne pour nous. Donc, ça se fait moins. Donc, anxieux, ça peut être un match. Après, les anxieux vont être attirés... Malheureusement, les altruistes, souvent, ils sont attirés par les évitants. Oui, on voit beaucoup d'ailleurs. Ils sont attirés par les indépendants. Les évitants, c'est les indépendantistes. Je te rappelle de la grille de l'autonomie. Donc, eux, c'est moi, je fais seul, je me débrouille très bien tout seul. C'est bien si tu es là, mais si tu n'es pas là, je fais sans. Tu vois. Donc, ils sont attirés parce que c'est des gens qui sont affirmés, en fait. Qui sont positionnés, qui sont affirmés, qui rendent pas l'autre indispensable, mais qui au fond défaillent. Ça fait partie, les évitants, c'est quand même des profils insécures. Donc les altruistes et les planqués sont souvent empathiques, c'est des profils plus émotionnels. Donc ils vont sentir avec leurs petites antennes que l'autre a quand même des failles. Donc ils disent je vais lui sauver la vie, je vais lui faire du bien. Comme à ses parents? Oui, comme à ses parents, ça reproduit toujours le modèle. Alors il est froid, il est pas très chaleureux, mais avec moi il va changer. Souvent, ou alors il a des problèmes, mais avec moi, non, et parce que souvent les évitants, ils sont quand même chaleureux dans les moments fusionnels. C'est pas qu'ils sont froids tout le temps, ils sont froids, ils sont très autonomes. Mais quand ils sont dans des petits moments fusionnels, ils sont agréables.
Tu vois, ils sont pas jugeants, ils sont pas critiques, ils sont pas dominants. Enfin bon, c'est des personnes qui peuvent être très agréables quand même. Donc ils vont attirer, les altruistes vont avoir envie de se coller, tu sais, avec les hérissons là qui les repoussent. Mais ils vont avoir, et ils vont aussi, il y a une double contrainte là-dedans, c'est que souvent ils sont attirés par les complémentaires, mais aussi par la personne qui va reproduire et vérifier toujours le schéma que je m'attache à quelqu'un qui ne veut pas tant que ça de moi, qui me rejette ou qui va m'abandonner, donc on vérifie toujours nos croyances. Et puis c'est l'envie de capter celui qui n'est pas accessible. Comme son parent. Mais comme son parent, et surtout aussi, c'est biologique ça, c'est plus une problématique biologique, c'est que tu sais que dans la nature, les femelles chassent les mâles qui sont les mâles dominants, les mâles les plus inaccessibles en fait, bad boy, etc. aujourd'hui. Donc on cherche souvent à capter celui qui nous échappe en fait. Mais pourquoi? Mais parce que la tension naît du manque, le manque, le désir naît du manque. Plus l'autre nous échappe, plus on a envie de la gripper à nous, d'accord? Et on se dit, si jamais j'y arrive, alors à ce moment-là, je serai comblée parce qu'il est tellement merveilleux, merveilleuse, etc. Forcément, l'autre, il est un peu inaccessible. Et les profils évitants sont des personnes qui, en apparence, sont un peu inaccessibles, sont dans leur monde, dans leur bulle. Donc on a envie de s'intéresser, de les capter. Et ces profils-là se disent « Ah, mais je vais possiblement pouvoir, moi, les changer. » Yes. Ouais, c'est pas gagner l'histoire. Donc souvent, ils sont en souffrance, ces profils-là, avec des évitants, tu vois. Ils vont pas recevoir assez, ils vont pas demander, ils vont se sentir rejetés. Et le problème de l'anxieux, c'est qu'il n'a pas l'idée d'aller trouver de la nourriture affective ou sensuelle ou sexuelle ailleurs. C'est-à-dire que ce sont souvent des... J'attends tout d'une personne. Et alors là, évidemment, tu attends tout d'un évitant. Ouais. Donc ça veut dire que l'anxieux, pour être avec un évitant, il faut qu'il aille mieux, sinon ça ne tiendra pas. C'est ça. Ça va tenir, mais en souffrance. Ouais. Ça va faire tout le terrain des dépendants affectifs. C'est tout le lot des dépendants, ça. C'est ce qui organise. Je ne sais pas gérer ma solitude, je n'ai pas beaucoup de stratégie pour m'occuper de mes besoins, je n'ai pas l'idée que je pourrais avoir mes espaces personnels et pas tout partager avec l'autre, j'attends moins de l'autre. Donc tout ça, c'est tout le terrain de la dépendance affective en fait. Donc les anxieux sont souvent dépendants en général. Et puis quand ils en ont marre de souffrir, ils n'en peuvent plus, ils viennent consulter. Ou alors, je fais un atelier sur la dépendance affective, on les retrouve dans mes ateliers, etc. Et effectivement, il y a des points de non-retour. À un moment donné, ils peuvent somatiser, ils peuvent aller loin. Dans ce truc de j'attends et je suis paniquée parce que il y a beaucoup de somatisation chez les anxieux. Au bout d'un moment, ça leur crée des troubles si tu veux. Pourquoi ils dorment mal? Ils somatisent parce qu'ils n'osent pas s'affirmer, parce qu'ils ont peur que s'ils disent non, stop, ça je ne suis pas d'accord et ça je ne suis pas d'accord, s'ils se mettent vraiment en colère, sauf quand ils n'en peuvent vraiment plus, donc là ils passent passif-agressif, mais sinon ils ont tendance à s'adapter et à s'oublier, ils font passer l'autre avant. D'accord ? Ils font des efforts dans la relation, ils font plein de compromis. Donc ils font ça parce qu'ils se disent que s'ils n'en font pas, ils vont perdre la relation, ils vont perdre le lien. C'est le cas ou pas ? Parce que ça, c'est une projection. Non, c'est souvent, non, ça les décrédibilise parce que quand ils commencent à se positionner sur des choses qui sont non négociables, ils deviennent plus crédibles. Et si l'autre ne peut pas supporter qu'il s'occupe de leurs besoins et qu'il y a des choses qui sont non négociables, il va les quitter. Mais au moins, ça fera le tri. Je ne vais pas rester sous les cailloux avec quelqu'un qui ne peut pas me prendre en considération sur des besoins qui sont essentiels pour moi. À quoi ça sert de rester dans un lien comme ça ? Tu vois ? Donc c'est plutôt plus malin d'apprendre à se réapproprier l'affirmation de soi pour la colère, notamment, c'est l'émotion de la colère. Je sais dire non, je sais dire stop, je sais écouter et mettre mes limites de manière ferme sur les choses qui sont non négociables. Et ça, les anxieux, ils ont beaucoup de mal. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a souvent, par rapport aux émotions, genre la colère, tout ça, c'est des émotions mâles, on met des étiquettes. Mais finalement, pour l'anxieux, la colère, c'est plutôt une bonne chose. Ah bah oui, la colère est souvent partie du patrimoine, que ce soit pour l'altruiste ou le planqué de l'amour, ce sont des personnes qui ont du mal avec la colère et qui évitent les conflits et qui s'adaptent à l'autre. J'évite les conflits parce que j'ai peur que si je me mets en conflit, que je commence à piquer un caca nerveux, l'autre il va être fâché, mécontenté, donc il va me le faire payer, il va bouder ou alors il va partir en courant. Absolument pas. En général, quand tu commences à te dire stop, non, ça je suis pas d'accord et ça je suis d'accord, l'autre ça lui met, tu vois, c'est comme si quand tu es tout mou en face, l'autre il vient te chercher, mais si tu commences à dire non, stop, je suis pas d'accord, il y a quelqu'un, il y a une vraie présence en face.
Donc, enfin, tu es là. Enfin, je sens que tu existes, quoi. Sinon, je suis toujours d'accord avec toi, j'ose pas te fâcher, je suis gentille, mais j'en pense pas moins, tu vois. C'est pas sain. Donc du coup, la question que j'allais te poser ensuite, on en parle là, c'est comment ils gèrent les conflits. En fait, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, ouais. Ils n'aiment pas trop les conflits, ces profils-là. Alors, le planqué de l'amour, surtout, c'est vraiment le profil non authentique par excellence. Je mets des masques d'adaptation, parce que je crois vraiment que si je dis toute la vérité, rien que la vérité, l'autre il se barre en courant, je suis rejetée grave. Donc effectivement, c'est l'évitement du conflit. Mais par contre, c'est pas parce que j'évite les conflits que j'en pense pas moins. Donc je retiens ma colère, j'en pense pas moins, je retiens ma colère, j'ai du ressentiment, et après ça passe en sous-marin, ces ressentiments, ils ne s'envolent pas avec leurs petites ailes. Donc je te le fais payer de toute façon, puis au bout d'un moment, une fois que ça va pas, je suis déjà en train d'anticiper, mon prochain partenaire, ça sera qui? Ça, je suis déjà partie quelque part de la relation. Il y en a qui partent déjà 2-3 ans avant, qui ont déjà désinvesti dans leur tête, ils sont là, alors ils font acte de présence, mais dans leur tête, ils sont déjà avec le prochain partenaire, il me faudrait celui-là, ils sont déjà en train de quelque part, c'est de la tromperie de fantasmer sur le prochain. Tu sais, à partir de quel moment on trompe? On peut dire que déjà, quand tu es déjà plus en capacité de dire « ça, je suis d'accord », c'est une vraie confrontation avec l'autre, tu vois, et que tu es déjà plus là, plus en présence avec l'autre pour dire « ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord », tu es déjà, quelque part dans ta tête, tu désinvestis déjà. Et donc, si on fait ça, j'imagine qu'on est reparti pour globalement faire la même chose après. Oui. Bah oui, parce que c'est des schémas internes. Tu n'as pas appris, c'est des schémas qui se reproduisent. Ça fait partie des schémas de reproduction, ça. Parce qu'il n'y a pas de conscience là-dessus. Les personnes, tant qu'elles n'ont pas fait un travail de thérapie, souvent, ou qu'elles ont découvert ça quelque part, elles n'ont pas mis ça en lumière. Et donc, du coup, elles ne se rendent même pas compte qu'elles répètent ce type de schéma. C'est vraiment dommageable, ça. Ah oui, si tu recommences, alors tu prends le prochain. Ah, ça y est, c'est la vraie chaussure à mon pied. Yes, I can do it. Et hop, et on peu de temps après, après la fusion, parce que la période fusionnelle, c'est toujours extra. Puis après, bon... Il y a une durée de période fusionnelle? Oui, c'est 1 an et demi, 2 ans en général. 1 an et demi, 2 ans. C'est évalué comme 1 an et demi, 2 ans. Plus pour les anxieux, parce que les anxieux vont avoir plus tendance à porter des masques, tu vois, à s'oublier, à faire passer l'autre avant. Donc ils font des grands sourires, tu vois. Les ronds, les jolis cœurs, etc. Donc bon... Donc du coup, ça peut entretenir cette fusion, tu vois. C'est un jeu. Alors du coup, je regarde mes questions, mais c'est voilà, on a déjà vu à peu près les questions que je me posais. Pour synthétiser un peu pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce profil-là, quels conseils tu peux leur donner vraiment de base dès maintenant? Il faut s'y mettre. Sortir de la dépendance affective, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment savoir mettre ses limites, s'écouter, savoir identifier ses besoins. Comment on identifie ses besoins? Il y a une liste des besoins, tu trouves ça sur Internet maintenant, tu as une liste des besoins, donc tu regardes les besoins affectifs, les besoins de reconnaissance, les besoins d'accomplissement, les besoins de ceci, besoin de savoir. Déjà, savoir et les reconnaître et les sentir. Et souvent, tu fais un check sensoriel, parce qu'une émotion, ça va avec une sensation. Et donc, et une pensée, donc tu te dis, tu reviens sur toi. Parce que le problème des anxieux, c'est qu'ils sont préoccupés par toi. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Je te scrute. À quoi tu penses? Comment tu m'évalues? Est-ce que je te plais? Est-ce que tu vas me rejeter? Est-ce que tu es content? Alors ça, c'est, tu vois, le prisme de l'anxieux. Donc là, c'est pas ça l'idée. Là, c'est l'idée. Quand je me vois partir sur toi, je fais un travail de retournement. Je remets l'énergie sur moi. Bon, je me fascine pour ce que je vis moi. Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Est-ce que ça va pour moi? Quelle est l'émotion qui me traverse? C'est ça, tu vois. Donc, dès que je me vois partir sur toi, je reviens sur moi et c'est comme en méditation, si tu veux. Tu fais un travail de pleine conscience. Et donc, tu observes que tu pars sur l'autre, mais tu reviens sur toi. Tu pars sur l'autre et tu reviens sur toi. C'est comme ça, c'est une pratique quotidienne. On le fait souvent, ça fait partie des exercices qu'on fait au tantra. On leur dit « fascinez-vous par vous ». Donc, tu vois tes yeux dans les yeux, tu regardes quelqu'un pendant une demi-heure, donc tu vois que tu pars sur l'autre, que tu pars dans le regard, tu pars, qu'est-ce qu'il pense de moi, comment il m'évalue, tiens, il sourit, il a l'air content, si ça se trouve, il va voir que je ne souris pas. Bon, donc, et tu reviens toujours sur toi. Tu vois que tu te penches sur l'autre, tu reviens sur toi. Tous les commentaires sur l'autre, tu les vois, tu les observes, et tu te fascines pour ce que tu ressens, ce qui te traverse toi, en fait. Et ça, c'est vraiment une pratique quotidienne. Ça se fait pas comme ça parce que c'est pas l'idée. En général, on trouve ça normal de qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il va me rejeter, pas me rejeter.
Et puis dans notre société, c'est hyper mal vu, entre guillemets, d'être centré sur soi. Le dire. On dit toujours qu'il faut aller vers l'autre. Voilà, j'allais dire que, et notamment, la problématique des anxieux, c'est qu'on a vu, c'est soit ça donne naissance à des profils altruistes. Donc je m'occupe de toi, je dois m'occuper de toi avant moi, ou je fais des efforts pour toi pour le planquer. Et du coup, le postulat de départ, les croyances de départ dans leur programme, c'est je ne dois pas m'occuper de moi. M'occuper de moi, c'est être égoïste. Exactement. Il y a une confusion là. Et donc c'est pas vrai. Et ça, il faut vraiment sortir de ce couple-là. C'est s'occuper de soi. C'est pas être égoïste. C'est d'abord prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins. Et c'est un travail de reconnaître ses besoins, d'aller être en capacité d'être autonome pour les satisfaire. C'est un travail de tous les jours, ça. Donc non, je ne vais pas m'atteler à faire en sorte que l'autre me donne tout ce que j'attends, mais plutôt que de câbler un parent à l'intérieur de moi, qu'on appelle un parent nourricier en analyse fonctionnelle, qui va écouter les besoins de mon enfant intérieur et tâcher de les satisfaire, de couvrir les besoins de mon enfant. Tu vois, c'est un travail qui est de soi à soi, ça n'a rien à voir avec l'autre en fait. Ça, c'est la sortie de la dépendance. Hein. On reprend le développement du bébé quelque part, mais adulte. C'est ça. C'est ça, le bébé en nous, il a sa place, il est chouette, hein, il est tout mimi, il a des besoins. Et donc on crée souvent, parce que c'est une partie qui n'existe même pas, un bon parent à l'intérieur de soi, où on le renforce, il existe déjà, qu'un parent bienveillant, un parent empathique, un parent qui est là, et qui va venir écouter les besoins de l'enfant et les satisfaire, les prendre en considération dans le concret. Alors concrètement, demain, tu as envie de tendresse, bon, alors qui est là pour te donner et te prendre dans les bras ? Ah, mon compagnon, il n'est pas là mon compagnon, ce soir, demain, il n'est pas là, il est absent. En plus, en ce moment, il en désire une autre. Ah, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Au lieu de rester sur le carreau, ah mon Dieu, je suis asphyxiée, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit, comment je vais trouver des stratégies, des astuces pour nourrir ses besoins de tendresse, par exemple. Donc, je vais aller faire des hugs, je vais aller faire du massage, je vais aller faire, je sais pas, je vais trouver des solutions, tu vois. Mais à partir de mon parent interne et pas que l'autre à l'extérieur de moi, il faut qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin et qu'il répare tout. Tu vois. Ça va être une catastrophe. Et à contrario, quelqu'un qui serait en couple avec un profil anxieux, quelle attitude il doit avoir ? Parce que finalement, s'il répond à tous les besoins de l'anxieux, est-ce que ça va l'autonomiser ? Non, mais l'anxieux, c'est jamais assez. Hein. Ouais, voilà, donc... Il y a une avidité, donc même si tu fais tout... le truc, c'est qu'il est, et notamment l'altruiste, il est colérique, c'est-à-dire irrité, c'est jamais assez satisfait. C'est l'insatisfait chronique. T'as beau tout faire pour lui, c'est jamais assez. Donc, parce que ça rentre et ça sort. Tout ce que tu vois, il y a un trou immense à l'intérieur. Oui. Donc tout ce que tu donnes comme nourriture, c'est pas absorbé, c'est pas digéré, c'est pas internalisé. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Parce que le travail doit être fait de l'intérieur. Il ne doit pas être fait par l'autre. Même si tu lui fais des compliments toute la journée, il est content, non, mais c'est jamais assez. Parce qu'à l'intérieur de lui, il se trouve nul. Donc tu as beau lui dire mais non, c'est pas vrai, l'autre il le croit pas. Hein. De toute façon, il dit oui, c'est vrai, mais non, c'est pas vrai. C'est parce que tu le dis, c'est parce que c'est toi, parce que tu me connais bien, mais en fait c'est faux, je suis pas quelqu'un d'intéressant moi. Voilà. Donc lui donner, mais pas comme un petit bébé en fait. Il faut que l'autre, quand même l'anxieux, arrive à lui-même. Oui, c'est ça. C'est ça j'avais dit dans la première vidéo, j'avais dit mais si tu as un profil sécure, tu as de la marge pour le complimenter, pour lui donner de l'attention, mais tu ne t'oublies pas. Et tu vois que quand il fait ses cacas nerveux, je demande de l'attention, tu me donnes pas, tu fais des crises, etc. Oui, ok, mais je continue ma petite vie, quoi, tu vois. Voilà, je te laisse trouver, en fait c'est ça, je te laisse trouver tes ressources propres pour pouvoir gérer cette avidité, cette faim, cette soif d'amour que tu n'as pas au fond de toi et que tu ne sais pas te donner. Je ne vais pas tout remplir, tu vois. Pas le faire à ta place. Bon, voilà, donc je vais continuer ma petite vie, je vais aller faire mes trucs pendant que toi, tu vas faire ton caca nerveux, puis tu vas finir, comme tu es un adulte, par trouver tes propres solutions. Donc ça va te permettre de te faire grandir aussi. Si je ne fais pas trop à ta place et je ne veux pas te sauver... Comme un bon parent. Voilà, si je ne veux pas te sauver, tu vas être un peu dans la merde au début, tu vas dire comment je fais, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Puis à un moment donné, tu vas t'appeler tes copines, tes copains, tu vas sortir, tu vas trouver tes trucs. Donc tu vas apprendre à moins attendre, y compris pour la jalousie, si tu es jalouse. Parce que tout ça, c'est les conséquences. Hein. Les anxieux sont jaloux parce qu'ils mettent toute l'attention sur toi. Donc forcément, toute l'exclusivité, tu es tout pour moi, je te vois. Hein. Donc du coup, tu regardes d'ailleurs, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Donc ils vont apprendre comme ça à augmenter, ils doivent apprendre à augmenter leur stratégie pour être autonomes.
Et du coup, tu es moins jaloux parce que tout repose moins sur toi. Tu n'es pas l'être unique, le seul et l'unique à combler tous mes besoins. Ok. Merci beaucoup Véronique. On te retrouve dans les autres vidéos sur les profils insécures que sont évitants et désorganisés.